Jusqu'à la fin du siècle dernier, les scientifiques ignoraient tout de ces étranges mammifères. Quand l'explorateur David Livingstone les découvre dans les années 1850, il n'en croit pas ses yeux. Ces chauves-souris-là sont énormes, sont hors normes. Leur présence se limite à 2 petites îles d'un archipel de l'océan Indien. Portés par les vents dominants, leurs ancêtres seraient venus du sud-est asiatique. Une terre naissant soudainement de l'océan allait devenir leur pied-à-terre. C'était il y a 15 millions d'années. Une fracture de la croûte terrestre, à quelques 3000 mètres de profondeur, avait favorisé le développement d'une éruption sous-marine. Au milieu des eaux bouillonnantes, une immense formation volcanique finissait par percer la surface de l'eau. Sous la pression des gaz, le magma remontait des entrailles de la Terre jusqu'à l'air libre. Animés d'une énergie phénoménale, des blocs de matière incandescente explosaient dans les airs. Puis la lave finit par se refroidir et durcir au contact des eaux pour se transformer en roc noirâtre. Ils sont à l'origine des 4 îles de l'archipel actuel des Comores. Très rapidement, les plantes allaient s'en emparer, préparant la réception des plus grands mammifères volants de la planète. Si leurs consoeurs ont fait l'objet de multiples recherches, ces chauves-souris ne sont étudiées que depuis peu. Pendant des années, la forêt a protégé leur intimité en les dissimulant dans les plus hautes de ses branches. C'est là, entre 30 et 40 mètres au-dessus du sol, où elles se reposent, où elles s'accouplent et où les femelles, ensemble, élèvent leurs petits. Adeptes du régime sucré, elles se nourrissent des pétales, du nectar des fleurs et de fruits. La forêt les offre généreusement tout au long de l'année, mais en cette période, les mères pratiquent un gavage intensif. L'avenir des petits en dépend. À 8 mois, il est à un âge critique, et sa situation est fragile. D'ici peu, les pluies de la mousson atteindront l'archipel. La mère sera incapable alors de subvenir aux besoins de son rejeton. D'ici là, il faut impérativement le sevrer. Ces nouveau-nés, eux, sont favorisés par leur petite taille. Ils bénéficient d'une place privilégiée au sein de la colonie. Toutes les femelles se relaient pour veiller sur eux. La mousson peut se déchaîner. Elles déploieront leurs ailes protectrices pour les protéger. Ses griffes se doublent de crochets spéciaux qui le maintiennent accroché en permanence à la fourrure de sa mère. Leur prise est si efficace que le bébé chauve-souris, même en vol, reste agrippé à sa mère. Mâle ou femelle, chacun rivalise pour occuper la plus haute place. Ascension sociale responsable parfois de la chute d'un nouveau-né. Et pour les corbeaux en dessous, c'est l'occasion de faire le plein de chair fraîche. Si les Britanniques leur ont donné le nom de l'explorateur Livingstone, les Français les appellent les grandes roussettes. Les uns et les autres ont cherché des espèces cousines dans les contrées avoisinantes. En vain, les roussettes géantes sont intimement liées à leur terre d'accueil. Longtemps après leur formation, les Comores ont présenté un visage inhospitalier. Mais sous les assauts de l'océan,
les roches du littoral devaient se désagréger, tandis que leur sable se peuplait d'une première vague de créatures vivantes. Portés par les courants, les premières graines prenaient en même temps racine sur les franges du littoral. En se décomposant, les matières végétales produisaient suffisamment de vases pour héberger les premiers gobies et les premiers crabes. Le développement d'une mangrove parachevant le tout allait assurer le gîte et le couvert à ses multiples hôtes. L'absence persistante de grands prédateurs attira dans ces parages les espèces les moins belliqueuses. Depuis des millénaires, les tortues vertes viennent pondre. L'action conjuguée des vents et des eaux de ruissellement accélérait l'érosion des blocs de lave, tout en dispersant une fine pellicule de matière volcanique sur l'ensemble de l'archipel. À partir d'elle, une végétation luxuriante allait grandir. Le décor était planté pour accueillir les grands oiseaux venus d'ailleurs. Originaires de l'Asie du Sud-Est, leurs ancêtres ont volé sur des milliers de kilomètres avant d'atteindre ces rivages. Si une majorité périssait en mer, les îles offraient aux rescapés des conditions idéales. L'abondance des fruits s'ajoutait à celle des fleurs pour favoriser la croissance de chauves-souris géantes. Baignés par la chaleur des tropiques et arrosés par la mousson, les Comores devenaient ce paradis où, depuis des millénaires, les grandes chauves-souris ont appris à jouer avec les vents. Quand les autres chauves-souris se gaspillent en moulinant l'air avec leurs ailes réduites, les grandes roussettes planent au gré des ascendances thermiques, s'invitant à moindre effort aux délices d'une navigation paresseuse. Lorsque David Livingstone les découvre, il raconte qu'elles sont si nombreuses qu'elles obscurcissent le ciel. Un siècle et demi plus tard, leur population a chuté à quelques centaines d'individus. À Londres, le Muséum d'histoire naturelle conserve précieusement les restes des 3 chauves-souris expédiés par Livingstone lors de son expédition. Ces spécimens devaient aider les zoologistes du muséum à en savoir plus sur les chauves-souris géantes. Un siècle plus tard, les connaissances que l'on a se réduisent quasiment à des considérations anatomiques. Elles volent grâce à l'extension de l'avant-bras et des os des phalanges. Ils servent d'armature à la membrane qui leur tient d'ailes. Mais leur squelette, contrairement à celui des oiseaux, est constitué d'os pleins, supplément de poids qui les oblige, pour voler, à brûler de l'énergie en proportion. Le cœur est 3 fois plus gros à masse corporelle égale que celui des autres mammifères. Cette superpompe accélère la circulation du sang, fournissant aux fibres musculaires l'oxygène exigé par leurs efforts supplémentaires. Dégagé de la membrane alaire, le pousse à conserver son indépendance. Il permet de s'épouiller, de porter de la nourriture à la bouche ou de s'agripper aux branches pour passer de l'une à l'autre. À l'intérieur de l'aile, une griffe en forme de crochet sert à se suspendre des heures durant. Le poids du corps fait levier sur des tendons, maintenant la position de la griffe quand elles dorment. Même mortes, les chauves-souris peuvent ainsi rester accrochées à leurs branches. L'isolement de l'archipel a permis à ses hôtes de prospérer en toute sécurité.
Les scientifiques s'interrogent sur l'évolution qui a permis de développer ici des espèces à part. Ces frondaisons abritent une des plus anciennes et des plus rares espèces de primates de la planète. Ces lémuriens, des makimongos, seraient eux aussi, comme les roussettes, originaires du sud-est asiatique. Et comme les chauves-souris, ils se nourrissent du nectar des fleurs ou des fruits de la forêt. Les rapports entre chauves-souris et lémuriens iraient bien au-delà de régimes alimentaires similaires. Nez pointus et grands yeux orange, les faciès de ces lémuriens, cousins de ceux des roussettes, ont persuadé une partie de la communauté scientifique que les deux espèces avaient pour origine un ancêtre commun. L'étude du système nerveux des chauves-souris et des lémuriens, entre les yeux et le cerveau, devait prouver qu'ils étaient identiques. De quoi étayer l'hypothèse que les chauves-souris seraient dans leurs lointaines origines des primates. Des primates qui auraient appris à voler. L'hypothèse d'un cousinage lémurien-chauve-souris n'est au regard d'autres experts qu'une hypothèse. Pour ceux-ci, si les deux espèces ont des traits communs, c'est parce qu'elles ont évolué dans le même milieu. Mais leurs origines sont différentes, insiste-t-il, les lémuriens venant de Madagascar et les chauves-souris du sud-est asiatique. Si leurs congénères sont pour la plupart exclusivement de la nuit, les makimongos, comme les roussettes, s'en distinguent par une activité diurne complémentaire. Lève tard, les roussettes attendent que le soleil soit déjà haut pour sortir de leur sommeil. Le milieu de la matinée les voit enfin se lancer dans leurs exercices d'étirement. Avant de partir butiner, il leur faut se réchauffer au soleil. Encore engourdies par la fraîcheur nocturne, les ailes sont pour l'instant incapables de les soutenir en vol. Au fil des minutes, avec l'élévation de la température, des souffles d'air chaud commencent à remonter du sol. Ces ascendances thermiques facilitent l'envol des roussettes. Elles se nourrissent la nuit, tandis que le jour, elles cherchent les sites où les fruits sont bien mûrs, où la floraison est avancée. Portées par les courants d'air chaud, à moindre effort, elles repèrent ainsi les lieux où elles se rendront la nuit prochaine. Aussi isolé soit leur paradis, il est soumis à rude concurrence. Les roussettes géantes doivent se défendre contre les intrusions des petites chauves-souris rousses. Venues des Seychelles, elles compensent leur infériorité morphologique par leur supériorité numérique. Elles n'hésitent pas à emprunter aux roussettes leur propre perchoir. Outre leur envergure réduite, 1 mètre maximum, les petites chauves-souris frugivores se distinguent des roussettes par une fourrure jaune et des oreilles en pointe. La plupart du temps, les relations entre ces chauves-souris et les grandes roussettes sont conflictuelles. Et pour cause, elles se partagent les mêmes fruits et tentent de s'approprier les branches les plus fournies. Aussi généreuses soient les ressources de la forêt, chaque espèce veille jalousement dessus pour en tirer un maximum d'avantages, aux dépens des autres. Forcée de déguerpir, la petite chauve-souris frugivore se repliera dans les étages inférieurs de la canopée, abandonnant les cimes des arbres aux roussettes.
En haut, le calme revenu, elle s'apprête à se rendormir, indifférente aux chamailleries si fréquentes à l'étage en dessous. Les petites chauves-souris se manifestent par des conflits quasi permanents. Même dans leurs entreprises amoureuses, elles s'affirment d'abord à travers une hargne réciproque. Insensiblement, la violence des premières approches se convertit en acceptation mutuelle. Ultime étape avant de consommer leurs amours. Chambre nuptiale des uns, l'arbre à capoc est en même temps la table ouverte des hôtes de la forêt. Si les chauves-souris s'invitent la nuit, la journée, elle, est réservée aux makimongos. Ces lémuriens sont amateurs et de leur nectar et de leurs pétales. Ces petits oiseaux, les philippites, également originaires de Madagascar, réussissent à s'emparer du nectar sans toucher aux pétales. La fleur fermée, ils percent un trou minuscule, se servant ensuite de leur bec pour l'aspirer. Avec la tombée du jour, les roussettes sont de plus en plus nombreuses à affirmer leur présence. Mais il leur faut encore patienter, jusqu'à ce que l'obscurité gagne, incitant enfin les fleurs à s'ouvrir. Les senteurs du nectar excitent leur convoitise, mais les abeilles sont exclues du festin. Elles doivent attendre que les petites chauves-souris les y convient. Efficace, elles forcent les pétales pour parvenir au nectar. Les abeilles ont vite fait de se donner le mot, et une fois en nombre, de passer à l'attaque pour chasser la chauve-souris contrainte d'abandonner à l'essaim le nectar qui reste. Pas la moindre goutte ne se perdra. Celle-ci, écartée, les abeilles fondent sur ses restes. Avec la nuit qui tombe, son avant-dernière sieste s'achève. L'heure des roussettes géantes approche. Les roussettes rejoignent les arbres en floraison, ceux qu'elles ont repérés dans la journée. Une fois arrivées, elles s'installent pour une ultime sieste. Elle se prolongera jusqu'à ce que l'obscurité invite les fleurs à s'ouvrir.
fur et à mesure que la lune grandit, le silence gagne la forêt et une puissante exhalaison de parfums se dissipe dans les airs. Pour les roussettes, c'est le signal du réveil. Les fleurs grandes ouvertes, les chauves-souris vont pouvoir commencer leur collecte. Si l'arbre donne le nectar de ses fleurs, en contrepartie, la roussette permet à l'arbre de se régénérer. En léchant le nectar, la roussette touche les étamines de la fleur et s'enduit le museau de pollen et le transporte ensuite sur la prochaine fleur à qui elle rendra visite. Elle assure ainsi la fécondation de ses fleurs et le renouvellement de ses espèces. Faute du système d'écolocation qui permet aux autres chauves-souris d'évoluer dans le noir complet, les roussettes misent sur l'extrême acuité de leur système auditif, olfactif et visuel. Et quand la lune se met de la partie, elles y voient comme en plein jour. Aussi discret soit-il, le passage d'une jeunette a vite fait d'attirer leur attention. Les maquis mongols l'ont aussi repéré grâce à leurs pupilles, elles aussi adaptées aux lumières les plus basses. Leurs yeux, situés en avant de la tête, leur donnent une vision stéréoscopique. Un coup d'œil leur suffit, une fois repéré une forme, pour estimer la distance qui les en sépare. La tête suspendue vers le bas lui donne un double avantage. La roussette voit à la fois et les dangers venant au-dessous d'elle, et les possibilités de fuite qui s'offrent au-dessus. Si leurs yeux, comme ceux des chats, sont incapables de distinguer les couleurs, la nuit, elles réussissent à déceler des lumières que seuls les appareils les plus sensibles parviennent à détecter. Même si elles vivent à l'envers. Elles gardent la tête froide sans que le sang afflue au cerveau. Depuis des millions d'années, leur système nerveux s'est adapté pour leur permettre de vivre leur vie sans dessus-dessous. La rondeur des pavillons de l'oreille est l'autre trait qui les distingue des autres chauves-souris. Leur surface permet de capter un maximum de sons et contribue à accroître leur acuité auditive. L'odorat joue un rôle de premier plan. Si la forêt mélange les sons, brouille les formes, la perception des odeurs permet, elle, d'identifier sans erreur possible les présences mystérieuses qui vont et viennent dans la nuit. Et c'est guidé par leur flair qu'elle repère les fleurs prêtes à offrir leur nectar. Dès les premières lueurs de l'aurore, la plupart disparaissent pour regagner leur perchoir. Seuls de rares attardés ont prolongé leur cueillette.
Depuis des centaines de milliers d'années, la vieille forêt primitive de l'archipel a vu les chauves-souris et ses essences entretenir des rapports mutuellement bénéfiques. Mais une page est en train de se tourner. Jour après jour, la forêt recule un peu plus. L'explosion démographique des Comores pousse les hommes à défricher pour transformer en terre cultivable ce qui reste de forêt primaire. Dans les 30 dernières années, sa surface a diminué de 75%. Avec de moins en moins d'arbres pour les nourrir et les abriter, les grandes chauves-souris semblent condamnées à court terme. D'abord limitée à une frange côtière, la présence humaine s'impose dorénavant à l'intérieur des terres. Faute d'arbres pour les retenir, les sols sont emportés par les eaux de ruissellement. Les limons déversés dans les lagons asphyxient les récifs de corail et condamnent la vie sous-marine. Les chantiers de défrichement de plus en plus nombreux mettent la forêt en péril. Les roussettes géantes y ont disparu. Seules les petites chauves-souris frugivores s'en accommodent. Elles sont parmi les rares à tolérer une présence humaine. Peu importe les nouveaux bruits qui gagnent la forêt. Comme si de rien n'était, les petites chauves-souris donnent de la voix, poursuivant leurs éternelles chamailleries. Leur tapage ne connaît pas de répit. Et sur le même fond sonore, les mêmes sempiternels accents hargneux donnent le la à leurs amours tumultueuses. L'arbre perchoir des mâles, lui aussi, est le théâtre de tensions permanentes. C'est à qui occupera la branche la plus haute. Position privilégiée au sommet de la hiérarchie du groupe, qui donne au plus fort un droit de préemption sur les femelles. Le soleil est au zénith. La chaleur tropicale pèse sur la forêt et une torpeur profonde gagne les petites chauves-souris. Seuls quelques solitaires de jeunes chauves-souris mâles restent en éveil. En l'absence des anciens, la forêt, très momentanément, est à eux. Leur inertie est trompeuse. Elle dissimule cette formidable vitalité qui vaut aux chauves-souris d'être l'un des fleurons du grand ordre des mammifères. Une aventure commencée voilà 50 millions d'années. C'est l'âge du plus ancien fossile de chauve-souris que l'on ait trouvé, l'ancêtre des quelques 900 espèces de chauves-souris recensées dans le monde. Ce fossile de 35 millions d'années est celui d'une chauve-souris frugivore. Elle aurait peut-être pour origine un primate, évolution dont certains lémuriens conserveraient la trace. Il semble s'être arrêté en chemin avec pour elle des embryons d'ailes. C'est le cas des colagos, très certainement des pionniers de la conquête des airs, toutes espèces de mammifères confondues. Entre sa tête et ses pattes postérieures, une membrane s'est développée. Amorce d'ailes qui témoignent peut-être de ce moment charnière où, bien avant de devenir des chauves-souris, des primates se sont sentis pousser des ailes. La seule véritable menace pesant sur les grandes roussettes vient des airs. Mais les rares tentatives des busards sont facilement déjouées par les prouesses aériennes des chauves-souris géantes.
La principale intrusion s'exerçant sur la communauté vise les femelles. Les jeunes mâles de rang inférieur en sont la cause. D'ordinaire, pour se faire admettre d'une femelle, un mâle doit passer de longues heures, plusieurs jours durant, en sa compagnie. Mais seuls sont admis les prétendants occupant une place élevée dans la hiérarchie. Ceux de moindre rang doivent miser sur l'effet de surprise et sur la force. Son odorat a capté les phéromones émis par la mère. Par eux, il sait que même si son petit reste auprès d'elle, la femelle est à nouveau prête à convoler. Caché par les feuillages, le jeune entame son approche. Le vent souffle dans la direction du jeune mâle. Impossible pour la femelle de soupçonner sa présence. La manœuvre d'approche a réussi. Le reste de l'histoire est écrit d'avance. Le mâle est assuré d'imposer sa loi. Impossible à la femelle, plus petite, de lutter. Son forfait commis, il décampe illico par crainte de la venue toujours possible d'un mâle dominant. La femelle a une autre urgence. L'épouillage de son petit ne peut attendre. Dans l'humidité et la chaleur ambiante, les parasites prospèrent. Il faut coûte que coûte s'en débarrasser pour éviter les infections et garder les ailes en parfait état. Fin novembre, une fraîcheur inhabituelle gagne l'atmosphère, tandis que de lourds nuages s'accumulent à l'horizon. Le vent s'installe. Pour les mères, c'est le signal attendu. Elles s'apprêtent à quitter leur petit. Dorénavant, c'est chacun pour soi. Les petits élevés, les mères les laissent à eux-mêmes pour partir s'installer ailleurs sur un nouvel arbre perchoir. Le vent forcit d'heure en heure. Il oblige d'autres mères à chercher un perchoir moins exposé pour abriter les nouveau-nés.
Incapable de voler de ses propres ailes, le bébé traversera les airs accroché à la fourrure de sa mère. Délaissant la cime des arbres, elle a choisi les branches basses où le vent se fait moins sentir. Elle doit redoubler d'attention. Une rafale soudaine peut finir par décrocher le bébé et l'entraîner dans une chute fatale. D'heure en heure, les vents gagnent en puissance et tout là-haut, la couche de nuages s'épaissit. Le premier cyclone de la période de la mousson s'apprête à balayer les Comores. De décembre à mars, pendant 4 mois, l'archipel est soumis à leur régime. Sa mère partie, il doit trouver un abri. Ici, trop exposé, sa situation est devenue intenable. Coûte que coûte, il lui faut se lancer. Baptême de l'air à haut risque. Pour déployer ses ailes et éviter de les déchirer, il doit d'abord gagner le bout d'une branche. Si le vent qui souffle de face peut faciliter son décollage, il court le risque en même temps de se retrouver plaqué au sol. Décollage réussi, il lui reste à réussir son premier atterrissage. Opération délicate pour un novice. Les turbulences et les trous d'air empêchent de viser juste. Avec des pointes à plus de 200 km/h, le cyclone déchaîne la furie des éléments. Les vents arrachent les fruits, arrachent les arbres. Impossible alors de faire face, celui-ci est condamné. Pour survivre, seule solution, faire le dos rond à la tempête, en évitant que la plus petite parcelle de peau ne donne prise au vent. Un véritable déluge s'abat sur l'archipel. Ailes repliées, au sec, elles patienteront des journées entières, attendant que la pluie cesse de tambouriner sur leur peau. Aussi soudainement qu'ils s'étaient déchaînés, les éléments s'apaisent. Le calme retrouvé, la forêt s'éveille dans la transparence d'un premier matin du monde. Après des heures passées repliés sur eux-mêmes, les premiers oiseaux éclaireurs refont leur apparition. La forêt encore sous le choc tarde à sortir de son mutisme.
Les premiers chants, ceux qui montent d'ordinaire avec l'aurore, retiennent encore leur voix. Elle se retrouve seule. Le cyclone a emporté son petit. Les autres jeunes de la colonie, âgés de quelques semaines de plus et plus résistants, ont réussi à surmonter l'épreuve. Chacun s'aide maintenant à se remettre en forme. Les fourrures détrempées sont léchées pour enlever l'eau, tandis que les mères reprennent l'épouillage des petits. Le soleil finit enfin par percer les brumes des vallées, et l'atmosphère se réchauffe. Les grandes chauves-souris vont à nouveau pouvoir jouer avec les souffles tièdes. Une fois l'épouillage terminé, elles doivent encore déployer leurs ailes pour effacer les dernières traces d'humidité, indispensables avant de retrouver les frondaisons de leur paradis. La chaleur revenue, riche de toute l'eau reçue, l'archipel renaît une nouvelle fois dans l'incomparable profusion de sa luxuriance tropicale. L'éternel conflit des générations a repris. Une question de prédominance oppose les jeunes roussettes mâles à leurs aînés. Dès qu'un jeune cherche à faire sa place sur l'arbre perchoir des adultes, il est immédiatement éconduit. La hiérarchie en place commence par exclure les nouveaux venus. Et toute nouvelle tentative en arrivera à la même conclusion. Un changement de tactique s'impose. Une fois de plus, il est rejeté. Seule solution, gagner les perchoirs des mâles au sommet de la hiérarchie et tenter de s'en faire admettre. Pour l'heure, le jeune abandonne pour gagner une partie de la forêt très fréquentée pendant la période de la mousson. Un régal de fruits y attire les roussettes. Les figuiers géants grimpent ici jusqu'à plus de 30 mètres de haut. Ils sont présents sur l'île depuis des millions d'années. On pense que ce sont les roussettes qui ont amené ici leurs graines. Pendant la mousson, toutes délaissent les arbres à capoc. Seuls les figuiers ont leur suffrage. L'absence provisoire du reste de la colonie lui donne toutes ses chances. Profitant des siestes qui rythment ses journées, le jeune mâle se retrouve avec un figuier pour son usage exclusif, une véritable aubaine.
C'est sa première mousson, et c'est la première fois qu'il peut goûter une figue mûre. Si son odeur excite sa convoitise, il lui reste à apprendre comment s'y prendre. Si sa mère lui a enseigné les parfums de la forêt, lui a inculqué le goût de ses fruits, leur mode d'emploi reste à expérimenter. Il a enfin trouvé la figue idéale. Exposée en plein soleil et déjà mûre, sa peau offre peu de résistance. Ce premier repas est un tournant dans sa vie. Il est maintenant capable de trouver seul sa subsistance dans la forêt. Et c'est seul, en bout de branche, sur son propre arbre perchoir, qu'il déguste, suspendu pied par-dessus tête dans sa posture favorite. Ses dents pointues et ses puissantes mâchoires lui servent à ouvrir le fruit. Ensuite, il en extrait le jus en broyant la chair avec ses molaires. Amatrices de figues, les chauves-souris rendent service au figuier, assurant l'essaimage de ses graines. Soit elles sont recrachées sur le champ, soit mélangées aux excréments, elles partiront ailleurs. En répandant ses graines, l'espèce assure son avenir. Éparpillées sur le sol, elles germeront pour voir grandir les futurs figuiers où se rendront les prochaines générations de chauves-souris. Dans la moiteur du sous-bois, la forêt n'en finit pas de se régénérer. Ses racines arrachent au sous-sol les richesses dissipées par les anciens volcans, tandis qu'à même le sol, tout finit par se décomposer en humus fertile, et même les chauves-souris emportées par le cyclone. Déjà les vers se sont mis de la partie, et dès demain, tout ce qui restera de la dépouille ira nourrir les grands arbres et fera fleurir les bouquets d'orchidées. Les parties les plus résistantes sont la proie des scarabées. Ils se réservent la fourrure et les ailes. Encore quelques heures, et réduite à rien, la chauve-souris aura disparu pour se fondre à jamais dans le grand corps de la forêt. En dépit des saignées qu'ils ont subies, les grands arbres résistent. Dernier délai de grâce si demain les prochaines moussons finissent par arracher la fine couverture fertile que leurs racines retiennent. Toujours mis à l'écart, le jeune mâle attend son heure pour rejoindre les siens. Le groupe ne peut plus faire l'économie de sa présence. Les milliers de chauves-souris géantes, présentes voici un siècle, sont maintenant moins de 600. La chute des effectifs accentue les risques de consanguinité. Elle impose aux anciens d'accepter la concurrence d'un sang neuf. Et contraints forcés, ils se plient à cette exigence.
une première séance dépouillage mutuel scelle son entrée dans la société des adultes. Mais si à court terme il est sauvé, l'espèce enregistre cependant une chute dramatique de ses effectifs. Et le sol fertile se dérobe chaque jour un peu plus au pied des grands arbres. La disparition de la forêt menace le paradis des grandes chauves-souris. Et demain, peut-être, les orchidées n'y fleuriront plus.